Salam alaikum, Azul, bonsoir. Les prochaines législatives, dont la campagne électorale débutera officiellement le 6 avril prochain, auront contribué comme jamais jusque-là à montrer le régime tel qu'il est, dans son hallucinante réalité. Jamais, en effet, même si ce n'était un secret pour personne, ce régime ne s'est mis à nu comme il vient de le faire et comme il continue de le faire, nous montrant toute l'étendue de ses turpitudes, de sa nuisance systémique, de son penchant naturel à la forfaiture, à la corruption, au mensonge. Dans le même temps qu'il continue à insulter l'intelligence des Algériens, en répétant, comme si de rien n'était, ces slogans éculés, en recourant à la mémoire des Chouhada, en faisant croire aux électeurs que seules leurs voix compteront pour la désignation des futurs députés. Que cette clameur de corruption généralisée pour la confection des listes n'est que pure diffamation. Que c'est là une subversion en marche, menée sournoisement par les ennemis de l'Algérie, par la main étrangère qui cherche à syrianiser le pays. Et ils ne craignent pas de le ressasser à l'envi, sans craindre le ridicule. Au moment où des scandales qui ne se comptent plus viennent les montrer sous leur véritable jour. Des bagarres éclatent un peu partout dans les permanences FLN, entre postulants concurrents, et qui en sont arrivés aux mains. À Thiers, l'un d'eux en est mort, d'autres ont été blessés et hospitalisés. C'est dire. Un peu partout au FLN, un vent de fronde souffle. Partout, des listes sont mises aux enchères. À qui paiera le plus cher pour avoir la meilleure position dans la liste? Mais le népotisme aussi est là. Des enfants, des épouses, des frères et des sœurs de barons, de ministres, de généraux sont imposés aux militants. À croire que ces sièges de députés sont ce qu'il y a de plus précieux dans les créneaux à privilèges. La base est au bord de la fronde. Alger, Tizi Ouzou, Inti Mouchent, Bachar, Guelma et tant d'autres muhavadat. Et c'est dans ce climat de tempête, au sein du FLN, qu'est tombée la nouvelle. Les services de sécurité venaient en effet d'interpeller une députée, en même temps membre du bureau politique, qu'un député FLN de Constantine avait dénoncé pour tentative d'extorsion. Son bureau fut perquisitionné et une grande somme d'argent y fut trouvée. Puis, comme si scandale ne suffisait pas, c'est le propre fils du secrétaire général du FLN qui fut appréhendé par la gendarmerie avant que la résidence de son père, au Club des Pins, fût perquisitionnée. On y trouva une très grosse somme d'argent, en dinars, plusieurs milliards. Et on dit des dizaines, selon certains, des dizaines de milliards de dollars. Et une autre somme en euros, ainsi qu'une cinquantaine de dossiers de candidature. Pourtant, et il est très important de le rappeler, ces scandales ne provoquèrent pas plus de clameurs, ni dans le FLN, ni dans la presse, ni au sein de l'opinion publique. Parce que ce n'est pas nouveau, tout simplement. Parce que les Algériens se sont imprégnés de ces pratiques qui ne choquent ni n'indignent presque personne. Parce que les façades institutionnelles, les façades sociétales, une presse majoritairement aux ordres, un discours politique lénifiant et une armée de baltagia qui se rue sur quiconque ose dénoncer ces pratiques ont fini par anesthésier toute la société. Mais au-delà de ces scandales, qui ne sont après tout que la norme, l'alpha et l'oméga du système, se pose néanmoins une question d'une très grande importance. Qui a ordonné la perquisition au siège du FLN et dans la propre résidence du secrétaire général du FLN? Qui? Ceux qui connaissent la réalité algérienne savent que la question doit être posée, parce qu'il est juste inimaginable que quiconque
dans l'institution judiciaire ou dans les services sécuritaires puisse prendre une telle initiative. Non seulement parce qu'elle peut ouvrir la boîte de Pandore et provoquer une grosse clameur publique à une phase très délicate de pré-campagne électorale, mais aussi parce que la personne visée, ou d'abbesse, est protégée par des barons qui se trouvent au plus haut sommet du pouvoir. Saïd Bouteflika en l'occurrence. Oui, la question est d'autant plus importante que cette opération semble avoir déclenché une crise gravissime au sein du régime. Tous les barons du régime, nous dit-on, sans exception, y compris 2 frères de Bouteflika, seraient en conclave pour décider non seulement de la conduite à tenir, mais aussi de la suite des événements, de ce qu'il convient désormais de faire de ces élections, qui s'annoncent d'ores et déjà comme une bérésina. Ils sont en conclave pour décider de ce qu'il faudra décider pour la succession de Bouteflika, dont l'état de santé ne lui permettrait même plus de jouer au président de pure façade, puisqu'il semble qu'une autre attaque l'aurait irrémédiablement terrassé. Et encore une fois, ils sont en train de décider entre eux. Le peuple n'est pas consulté. Et il n'est pas question de le consulter, autrement que dans des farces électorales où les élus sont désignés par avance. Nous parlerons aussi dans ce rétro-info des incroyables sorties de Hamid Green, le ministre de la Communication, à la suite du rapport de l'UE sur la liberté de la presse en Algérie. Et donc, rétro-info de la semaine comme chaque samedi. Et j'ai le plaisir avec moi ici sur le plateau de recevoir Samir Bouakwir, homme politique algérien. Merci Samir Bouakwir d'être avec nous. Et merci pour l'invitation, Jamaldine. Rachid Nekaz doit nous rejoindre en principe sous peu. Il n'est pas encore arrivé. Il a dû se perdre dans les bouchons du samedi soir. Et Hassan Hirsch, docteur en sciences économiques et spécialiste de la PNL. Merci Hassan Hirsch d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vous propose, d'abord, on va discuter donc de 3 sujets principaux. Les déclarations de Green, ministre de la Communication. Les journalistes l'appellent le ministre de la Publicité. Je suis méchant, hein, moi, c'est comme ça, c'est une nature. Et donc, de ces déclarations, nous allons en parler. Puis, nous parlerons comme deuxième sujet de la corruption qui a lieu au FLN, qui est un secret de polichinelle. C'est vertigineux. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et nous finirons par parler des élections d'une façon générale. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elles vont avoir lieu finalement? Nous en parlerons. Donc, je vous demanderai de ne pas hésiter à vous interrompre l'un l'autre. Et c'est comme ça. Donc, nous allons commencer par le sujet de Green. Hamid Green répond à l'Union européenne. Il n'y a aucun journaliste incarcéré pour délit de presse en Algérie. Par Lounès Guémache. Alors, Green, le ministre de la Communication, répond à un communiqué de l'Union européenne qui stigmatise un peu l'Algérie pour tout ce qui est de liberté de la presse. Alors, il répond, il dit, d'abord, il n'y a aucun journaliste qui est en prison. C'est peut-être vrai, mais il ne dit pas qu'un journaliste vient de sortir de prison, Abdessamih Abdelhaï. Il a passé 25 mois à Tébessa, dans des conditions atroces, sur simple injonction de Saïd Bouteflika. Je peux vous donner des détails si vous le souhaitez tout à l'heure. Le deuxième cas est celui de Tamalt, qui est mort en prison, il n'en parle pas. Alors ensuite, monsieur Green, pour donner une leçon aux Européens, il dit « Quel est le pays européen qui, comme nous, peut tolérer plus de 50 chaînes de télé illégales sur son sol ?» et puis, illégal, et puis on lui dit « Oui, mais vous avez fermé Al-Watan TV et Atlas TV. » Il leur dit « Oui, on les a fermées parce qu'elles sont illégales. » Comprennent qui pourra. Oui, bon, ils ont l'habitude de dire une chose et son contraire, d'une part. D'autre part, Jamaldine, je pense qu'un ministère de l'information dans un pays démocratique n'a pas lieu d'être. Donc, la première chose à faire en instituant une démocratie dans ce pays, c'est de supprimer le ministère de l'Information. Parce que c'est tout simplement une institution qui surveille les Algériens, qui limite la libre expression.
Quelqu'un du régime pourrait être tenté de vous dire oui, mais il y a des ministères de l'information dans des pays développés, occidentaux. Sauf que ce n'est pas la même chose. Les pays où il y a des ministères de ce type de l'information, c'est dans un cadre, au contraire, c'est pour protéger l'information, c'est pour des ouvertures, c'est pour promouvoir la langue et autre chose de ce genre, mais pas pour distribuer la publicité à des journaux. Oui, tout à fait. Oui. Donc, effectivement, ils ont cette manne pour faire taire des journalistes, pour éventuellement étouffer un journal qui les gênerait. Mais la contradiction la plus flagrante, c'est de dire qu'il y a une cinquantaine de chaînes qui sont illégales. Si elles sont illégales, c'est précisément parce qu'il n'y a pas une liberté d'expression. Parce que la normalité, ce serait qu'elles soient accréditées. Et d'abord, pourquoi n'y a-t-il pas une loi algérienne qui autorise des particuliers de créer leur propre chaîne algérienne? Pourquoi faut-il créer une chaîne de droit étranger en Jordanie ou au Koweït ou à Bahreïn ou je ne sais pas, en Allemagne, pour pouvoir avoir un bureau à Alger dans le meilleur des cas, si on est autorisé? Sinon, d'avoir une chaîne illégale, mais qui n'est tolérée que dans la mesure où cette même chaîne reste dans un cadre. Ça veut dire qu'elle s'autocensure. Oui, parce que de toute façon, le statut d'illégal, c'est tout simplement la maintenir dans la fragilité et pouvoir, comme ils l'ont fait pour les deux chaînes dont vous avez parlé, pouvoir les supprimer quand ils veulent. C'est ça. Donc, un pays normal, un pays qui se respecte et pays respecté, c'est que et les Algériens et les étrangers auraient droit à créer des chaînes dans un pays aussi important, dans le bassin méditerranéen. Ça participe tout simplement du débat démocratique, ça participe de la diffusion d'un certain nombre d'informations sur tous les domaines. C'est tout simplement une manière de multiplier les sources d'informations à partir desquelles le citoyen algérien peut se faire des idées. Voilà, c'est une ouverture. D'une manière générale, il est tout à fait incongru de parler de liberté des médias ou de la presse ou d'expression si les libertés d'une manière générale ne sont pas respectées. On ne peut pas imaginer que dans un système de type autoritaire, on puisse avoir une liberté d'expression. C'est un non-sens. Voilà, alors la question de la liberté de la presse implique aussi des autres questions de la liberté, des libertés démocratiques, des libertés publiques, etc. Je suis absolument d'accord avec le fait que dans un régime de liberté, tout citoyen peut prendre l'initiative de créer une radio, une chaîne libre, etc., sans qu'ils subissent de pression, que les journalistes, on ne leur trace pas des lignes rouges, qu'il ait un véritable journalisme d'investigation qui n'existe pas en Algérie. Qu'il soit protégé. Qui n'existe pas en Algérie. Qu'il y ait un code de déontologie, absolument, un code d'éthique. Absolument, et qu'il y ait surtout un état de droit, c'est-à-dire une justice indépendante, la possibilité de donner aux citoyens, mais aux journalistes d'une manière générale, un recours devant les tribunaux en cas d'abus de la part du pouvoir. On n'est pas dans cette situation. Justement, le PDG d'une des deux chaînes qui a été fermée, Atlas TV, on lui a posé la question, il était avec nous avant-hier. On lui a dit, justement, pourquoi on vous laisse exercer alors que vous êtes illégaux et puis pourquoi, quand on vous a fermé, pourquoi vous n'êtes pas plein? Il a dit, non, parce qu'ils nous disent, travaillez, faites ce que vous voulez, vous avez du personnel, vous avez de la pub, vous déclarez, tout est normal. Mais dès que vous franchissez les lignes rouges non dites, on vous ferme, on nous a fermés pour ça, parce qu'on a franchi certaines lignes. Et quand on est allé se plaindre, ils nous ont dit quoi? Vous plaignez, mais vous n'existez pas. Tout simplement. Absolument. Oui, c'est la négation. Et c'est pour aller dans le même sens que Samir disait tout à l'heure, c'est pour ça que le régime algérien, on l'appelle un système, on l'appelle le système. C'est parce que précisément, c'est un ensemble de rouages politiques qui font qu'effectivement, on peut mettre de l'huile sur un roulement à billes, mais ça fait pas. C'est tout un engrenage. Ça fait pas fonctionner l'ensemble. Mais alors, au sujet de ces journalistes, il dit non, il n'y a aucun journaliste qui peut être incarcéré en raison de ses écrits ou de ses engagements, de ses enquêtes. Ce n'est pas vrai. Tamalt a été mis en prison, il en est mort. Il devrait s'excuser, il devrait faire face à sa famille, à la société. Sa famille a porté plainte contre le ministre de la Justice. Parce que l'autopsie a été expédiée et qu'eux, ils sont en train de dire des choses très graves. Qu'il aurait été maltraité, qu'il aurait subi des sévices.
Donc, en prison. C'est les mêmes sévices que sont en train de subir les prisonniers du Mzab. Oui. Entre autres, le docteur Kamaldine Frère, qui a son 70e jour à peu près de grève. Il est dans une situation extrêmement grave. Vous savez ce qu'il a dit à son avocat hier? Même si on saute un peu du sujet, il lui a dit si jamais je meurs, que ma mort soit pour vous une cause, pour vous permettre d'exprimer ce que nous sommes en train d'endurer. Mais c'est déjà le cas pour son combat. Oui, oui. Mais donc, pour revenir à Green, est-ce qu'on clôt le sujet? C'est bon, vous avez tout dit? Okay. On peut faire plein d'émissions autour de ça. On va passer au sujet suivant, qui est celui de la corruption au FLN. Le matin d'Algérie. Lettre ouverte à Jamel Ouldabès, SG du FLN. Par Habib Benfaket et Asdine Hamid. Alors, scandale énormissime. C'est un gros scandale. Vraiment, dans tous les sens du terme. Moral, autant que politique, autant qu'éthique, surtout que ça se passe au FLN, dont on nous dit c'est le parti des Chouhada, c'est le parti de la libération, etc. etc. Mais le gros problème, c'est que non seulement on ne sait rien, alors autant la presse s'est saisie de l'affaire et d'une façon absolument tonitruante, autant d'un seul coup tout le monde s'est tu. Et là, moi, quand j'ai commencé à voir la presse, je me suis dit, mais il n'y a pas Watan, il n'y a pas sur Liberté, il n'y a pas sur celle-là. Et je les ai tous fait passer, il n'y avait rien. D'un seul coup, je me suis dit, ça ne peut pas être l'effet du hasard, ça. Il y a eu un coup de fil. Pas un seul journal n'y est revenu, ou alors Watan un tout petit peu comme ça, alors que Watan a tapé très fort au début. On revient au premier sujet, là. Oui, non, mais sur là, la presse. Sur l'autocensure. Là, je faisais les compenser, lignes rouges. Et alors, le truc, il y a ça. Ensuite, ça y est, c'est comme si on avait enterré l'affaire. Et Ouldabès, qui était dans ses petits souliers, revient en force. Il gonfle la poitrine, il est là. Vous allez l'écouter. حاولوا نقولها 3 مرات يضغطوا عليا هذه 4 أسابيع. أنا كالصخر كوما الروجي الهيمالايا والله ما نزلت ما قبلتش. حاولوا يفرضوا عليا بعض الأسامي ما قبلتهمش. ثم تعرف موقع شفتوا الجرايد واش كتبوا كيما مسونيش يحاولوا يعملوا ضغط عليا كأمين عام على طريق أمل هذا ولكن فشلوا. J'ai déjoué un complot contre l'État algérien. même في العنف 100%. ونتحدى أي واحد اللي يقدر يتكلم على جمال ولد عباس على المجاهد جمال ولد عباس. قلتها الأسبوع الماضي ونكررها الآن. عباس الصح يبان. المهم شوف صح يبان تكلموا من بعد الجرايد الضغوطات اللي تكلمت عليها انا منخضع لها. انا قلت تحمل المسؤوليه الكامله والشامله في الشيء اللي يوقع الان. حاولوا وفشلوا. لهذا حاولوا يضربوني من جهه اخرى ومطلعين وفشلوا كذلك. اللي عنده اي حاجه يجيبها. ما خضعت لهمش وما نخضع لهمش. أنا ماشي معبود في اللقاء إلى الأبد. إلا في شيء أي قضايا يقدموها لنا وأنا نمشي للعدالة. قلتها في البداية ونكررها. إلا في أي حالة بملف أنا نمشي للعدالة ضد اللي يقوموا بالفساد. أنا شخصيا ونقولها أمام الملأ. نقولها للمناضلين باش نطمنهم يكونوا مرتاحين. أي حاجة تاع الفساد ولو يكون أبي ولا ابني والله ما نرحمه. Alors voilà, donc Ouldabès, je suis un roc, je suis un rocher, je suis une montagne, je suis l'Himalaya, je suis indestructible, je n'ai pas voulu donc me baisser la tête devant les pressions qu'on exerçait sur moi. Il dit qu'on a voulu mettre des candidats contre mon gré, les imposer, des candidats qui sont les ennemis de l'Algérie, et que moi j'ai refusé, et que j'ai déjoué un complot contre l'État qui devrait avoir lieu en 2019. C'est-à-dire, il dit clairement contre la réélection de Bouteflika, alors que le pauvre Bouteflika, on ne sait même pas s'il est encore vivant d'ailleurs. Qui se lance? C'est une tragicomédie.
parce que voilà un vieux cacique du FLN qui est arrivé au poste qu'il a aujourd'hui par on sait quelle grosse manœuvre, quelle ficelle. Et aujourd'hui, moi ce que j'ai observé dans ce petit extrait-là, c'est la tête des hommes qui étaient autour de lui. Oui, c'est incroyable. Parce que c'est très important de voir, quand on dit la vérité, ça illumine immédiatement l'environnement. Or, ils avaient tous des têtes d'enterrement. Et je le dis parce que c'est le spécialiste en PNL qui parle. Absolument. Ça relève de la psychanalyse. Hein. Oui, oui. Et donc, c'est pour ça que j'ai observé ça. Ils avaient véritablement une tête d'enterrement. Personne ne croyait un seul mot de ce qu'ils disaient. Il répétait des choses de toute façon improbables. Et aucun mot de vrai, de démenti, de fait réel. Donc il est là en train de se défendre, de se comparer à un rocher. Oui, effectivement, c'est un rocher. Mais il dit que même si c'est mon fils ou mon père qui sont concernés, c'est moi qui irai porter plainte à la justice. Or, son fils a été pris en flagrant délit, la main dans le sac. Les sommes ont été saisies, elles sont sous séquestre. 52 dossiers de candidature ont été trouvés chez lui. Et pourquoi il n'est pas allé porter plainte? Il ne portera pas plainte, ou même s'il le fait, de toute façon, pour détourner, pour camoufler. La somme a été trouvée chez lui, à Ould Abbas, chez lui, au Club des Pins. Non, mais ce qui est nouveau, c'est que ces choses-là commencent à apparaître au grand jour. Parce que c'est une méthode FLN depuis 1962. On connaît les extravagances depuis Messaoud Zgar, du temps de Boumedienne jusqu'à maintenant. C'est des détournements massifs, c'est de la malversation, c'est des abus de biens sociaux, etc. Ce qui est nouveau aujourd'hui en Algérie, c'est qu'on en parle. Oui. C'est ça qui est très important. Oui. Moi, je crois qu'on a atteint on est dans le zéro moins l'infini de la politique. Là. C'est absolument ubuesque tout cela. Je pense que l'image que renvoie le FLN avec son secrétaire général nous insiste à dire vite, remisons au grenier de l'histoire. Ce parti, le FLN doit être un patrimoine de tous les Algériens. Il faut le protéger de ce genre. C'est comme s'ils faisaient tout en leur pouvoir pour le rabaisser. Oui, après il est évident qu'il y a une guerre de positionnement au sein du pouvoir dans la perspective de la succession de Bouteflika. Donc forcément, cette guerre se transpose au niveau des appareils, du FLN, du RND, enfin les principaux partis, les partis du pouvoir. Et donc cette guerre de positionnement, évidemment, occasionne ce type de situation où il n'y a plus de limite, parce que le système est véritablement gangréné de l'intérieur. Et puis ils sont obligés de se défendre comme ils peuvent. Voilà, on a affaire à un système qui chancelle, un chef de l'État qui est dans la capacité avérée d'exercer ses fonctions, quel que soit son état de santé, et il est dans la capacité d'exercer ses fonctions. On a affaire à un gouvernement qui ne tient pas un discours cohérent, des ministres qui tiennent un discours, d'autres... Donc c'est véritablement une décomposition à laquelle on assiste. Qui a ordonné une telle perquisition? Ce n'est pas possible que quiconque, procureur général, juge, ministre, même général de la gendarmerie, ait décidé de lui-même, de sa propre initiative, d'aller perquisitionner au Club des Pins dans la propre résidence du secrétaire général du FLN. Ça ne vient pas à l'esprit. Tous ceux qui connaissent l'Algérie en conviendront. D'après vous. Dans une justice aux ordres, il est évident effectivement que les injonctions viennent au sommet du pouvoir. Mais de qui en l'occurrence? On peut imaginer tout, évidemment. J'ai dit qu'il y avait une guerre de positionnement actuellement. Les différents groupes se mènent une bataille féroce, déjà pour contrôler le Parlement, parce que c'est important, donc de placer absolument leurs éléments dans les listes électorales. La configuration, évidemment, du Parlement est un des éléments qui va déterminer la future composition et la succession. Mais là, ça compromet gravement les élections. Là, ça compromet gravement. Moi, j'ai fait aujourd'hui un texte où j'ai demandé... Un appel à l'annulation. À l'annulation. Il faut suspendre absolument ce massacre. Ce processus électoral va aggraver la situation, va provoquer une défiance populaire comme on ne l'a jamais
connu depuis 1962. Donc nous avons atteint le seuil de rupture. Donc pour ces raisons-là, et puis parce qu'aussi le pays est confronté à une situation très très grave aujourd'hui. Tellement grave que cela nécessite évidemment de remettre tout à plat. Il faut, dans ce pays, il faut tout remettre tout à plat. Vient de nous rejoindre, qui va répondre à cette demande d'annulation. Mais je vais donner d'abord la parole à Hassan Hirsch. Merci d'être avec nous, Rachid Nekez. Vous avez été perdu dans les encombrements? J'ai fait voiture et métro, et donc désolé pour le retard. Juste rajouter un mot, c'est que depuis pas très longtemps, on va dire depuis... On va dire en gros 6 mois, 1 an avant l'élimination de l'ancien chef du DRS, général Mediane, général Toufiq, on voit que le système, à l'intérieur du système, les rapports sont exacerbés. C'est un système revanchard, c'est la nuit des longs couteaux tous les jours, et donc on va assister effectivement à des déterrements comme ça de dossiers, de faits, de scandales, etc. Je pense que chaque clan, comme dit Samy, chaque clan va essayer d'éliminer l'autre, et je pense qu'on va sans doute assister encore à la partie de l'iceberg qui jusque-là était cachée. Il faut juste rappeler avant que qu'il y a eu un mort et des blessés à Tiaret. Donc ça, c'est quand même un signal important. De débandade, voilà, de débâcle. Oui, mais nous sommes arrivés à une situation de violence, carrément. Donc ça doit interpeller. J'ai l'impression que les médias sont passés comme on passait sur un fait divers. Et dans beaucoup de muhawadat, les gens menacent d'en venir aux mains. Alors que cette situation aurait suscité dans d'autres pays un véritable scandale. Absolument. Absolument. Il y a une marchandisation des rapports politiques et des rapports sociaux, et ils sont en train de payer ce qu'ils ont mis sur place comme système. Rachid Nekez, donc nous étions en train de parler de l'affaire Ould Abbas de son fils, qui a été surpris, comme vous le savez, somme d'argent. Alors d'abord, on se demandait qui a pu ordonner une telle perquisition selon vous? Vous savez, j'ai eu 6 procédures judiciaires en Algérie parce que je marchais, parce que je parlais, parce que je manifestais, et toutes ont été arrêtées. Donc on voit bien qu'en Algérie, il y a une politisation du phénomène judiciaire. Donc il est évident que si certains se sont permis d'aller enquêter ou même d'aller, j'aimerais dire, interroger le fils du patron du FLN, c'est que cela vient d'en haut et sûrement pas de la justice algérienne. Donc c'est un fait politique absolu. Mais d'après vous, qui? Parce que, qu'on se mette d'accord, Ould Abbas, tout le monde sait que c'est le protégé personnel de Saïd Bouteflika. C'est lui qui l'a imposé à la tête du FLN, qui a dégagé. C'est Adani qui l'a fait. C'est un secret de polichinelle pour tout le monde. Maintenant, donc c'est pas Saïd Bouteflika. Ça peut être que Gaïd Saleh ou quelqu'un d'autre, ou un autre groupe, on ne sait pas. D'après vous? Moi, j'observe une chose, c'est que depuis quelques semaines, on ne parle que du FLN et jamais du RND. Oui. D'après vous, c'est pour favoriser le RND? Je ne sais pas, ça me paraît évident. Comment se fait-il que toutes les affaires touchent le FLN et aucune affaire ne touche le RND? Mais pourquoi, à votre avis, vous pensez que le RND et le FLN, il y a une différence pour le régime? Le régime, moi, à mon avis, la somme des deux partis, l'essentiel, c'est que les deux puissent permettre une majorité simple, au moins. Sinon, l'un dans l'autre, c'est une périphérie. Le RND et le FLN ne sont pas des forces. Vous m'avez posé la question. Vous m'avez posé la question. Non, mais je crois qu'on est en train... Je vous pousse dans vos retranchements. Mais très bien. Moi, je crois, c'est mon avis personnel, qu'on est en train de salir le FLN pour mettre en valeur le RND, en faisant croire au peuple algérien que le RND, c'est le parti propre, c'est le parti qui peut être ou constituer l'alternance politique dans les semaines à venir. Et je crois que c'est un jeu de chaises musicales pour préparer la venue de M. Yahya, qui n'a pas été même pas en mesure de présenter un candidat à l'UNESCO. D'ailleurs, pour moi, c'est une catastrophe sur le plan de l'image internationale de l'Algérie. Et justement, juste une petite précision, Yahya, on ne l'entend plus ces derniers jours. Il est complètement absent de la scène politique. Il n'a pas besoin de parler. On est en train de détruire le parti rival. Oui. Vous pensez que le FLN, le RND, enfin, c'est votre avis? Moi, comment dire, j'ai une réserve par rapport à ce que dit Rachid, parce que
on n'a pas attendu ce moment-là pour que le FLN soit sali, la figure du FLN soit salie. C'est depuis 1962, depuis le coup d'État contre la Constituante et contre le GPRA que le FLN, le néo-FLN, a les mains sales. Il y a eu beaucoup d'assassinats politiques, il y a eu beaucoup de détournements, il y a beaucoup de magouilles, il y a eu des désignations de présidents et le peuple vote après, etc. Non, je crois très franchement que ce n'est pas une espèce de calcul comme ça, descendre l'un, monter l'autre. C'est le système lui-même qui est pourri, qui est à revoir. Une dernière question qui est très importante parce qu'on doit passer au sujet suivant et Rachid Nekaz sera très intéressé. Alors, ce que je ne comprends pas, très franchement, comme tout le monde, hein, comment se fait-il que l'opposition soit aussi silencieuse sur un tel scandale? On ne l'entend pas, mais alors pas du tout. D'habitude, des petits communiqués au moins, juste comme ça, il bouge le doigt. Mais là, rien, pas une vaguelette, rien. Ah, vous me posez la question, mais... Comment vous l'expliquez, ce silence? De quelle opposition vous parlez? L'opposition qui se prétend telle. L'opposition, les partis qui ne sont pas le FLN, le RND, Hamas, je ne sais pas. Non, mais enfin... Pour les partis, enfin d'une manière générale, ce qu'on appelle les partis d'opposition, c'est-à-dire le FFS, voilà, le RCD, pour eux, c'est une cuisine interne qui n'intéresserait pas les citoyens. Mais bon, c'est un tort. Combien de scandales, à ce niveau de scandale? Oui, c'est une erreur. C'est une erreur. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Combien de scandales, en fait, qu'a connu le pays depuis quelques mois. Oui. Quelques années. Ça s'accélère. Oui, ça s'accélère, effectivement, et cela n'a pas pour autant suscité une vague d'indignation qui se serait traduite par des manifestations, par des... Interdites en Algérie. Interdites, mais contre des responsables politiques. J'imagine que des responsables politiques puissent aller devant le palais de la justice et puis demander dans un sitting, etc. Alors qu'ils se fassent tabasser un petit peu, c'est pas grave. Mais bon, vous avez peut-être l'habitude, vous, d'être un peu bousculé. J'accepte tout. Voilà, bon, donc que les responsables puissent le faire également. Mais je voudrais revenir sur le fond. Sur le fond, le FLN n'a jamais eu de rôle dirigeant en Algérie, ça il faut quand même se le rappeler. Nous avons un système militarisé. La principale force qui tient le système, c'est bien l'armée. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est ni Bouteflika, ni on a beau me convaincre du contraire, ça reste l'armée. Hein, on a deux types de systèmes dans le monde. Il y a un système démocratique qui puise la légitimité de la population, du peuple, et vous avez des systèmes autoritaires, comme celui de l'Algérie en particulier, qui tire sa puissance ou sa légitimité de l'armée et de la lutte de libération nationale. Donc l'armée reste, en dernier ressort, celle qui décide des grandes options concernant notre pays. Moi, je considère qu'aujourd'hui, donc, ce qui se passe au FLN, c'est une conséquence évidemment des luttes qui s'organisent au sein du pouvoir dans la perspective donc, effectivement de la succession de Bouteflika. Ça prend des formes burlesques, tragicomiques, comme tu l'as dit, ubuesques, etc. C'est absolument scandaleux. L'image qui est renvoyée à l'extérieur est absolument épouvantable, et plus grave que ça. C'est un signe, pour moi, c'est un signe de déliquescence totale du système politique algérien. Nous sommes arrivés à un tournant important aujourd'hui en Algérie. Soit, c'est ce que je voulais, avant que tu m'interrompes tout à l'heure, soit on remet tout à plat. Le moment est venu de tout remettre à plat. Avec qui, Mohamed? Alors, avec l'armée, qui est la principale force. Mais qui va enclencher? Je connais. Non, mais avec déjà l'armée. On est arrivé à une situation... L'armée, c'est qui aujourd'hui? L'armée, je parle de l'institution militaire d'une manière générale. Je connais. L'armée, c'est encore une hiérarchie militaire. Un nom. Ah non, mais un nom. Je ne vais pas donner de nom. C'est l'institution militaire en elle-même. Moi, je ne désigne pas tel ou tel. Par définition, elle est muette. L'armée en Algérie, elle n'a jamais été muette. Elle s'est mouillée dans les affaires politiques. Ils ont des déclarations. Les généraux ont plus de déclarations. Tous les présidents ont été désignés par des conclaves au sein de l'armée. Remettre tout à plat. Je connais. Alors, il faut remettre tout à plat. C'est-à-dire la gravité de la situation nous impose aujourd'hui, je parle de la crise économique qui sévit dans le pays. On est arrivé à une situation où on a vu juste une baisse des revenus
une baisse des revenus, ce qu'elle a provoqué dans le pays, avec les risques effectivement que cela va impliquer sur la population d'une manière générale. Hein. On est dans l'hyperinflation, dévaluation du dinar, baisse des salaires. Donc on est dans une situation où le pouvoir va chercher au contraire à faire payer les Algériens, hein, une gestion chaotique, faire payer l'incurie, les responsabilités, l'inconséquence. Ce qui m'intéresse, c'est quand vous avez dit qu'il faut remettre tout à plat. Mais avec alors, qui, pour remettre à plat, moi j'ai la conviction que quand même que tout n'est pas pourri. Hein, c'est une question ouverte. Hein, oui, vous me posez des questions. Il n'y a pas d'a priori. Moi, je ne dis pas tel ou tel. Hein. Moi, je parle de l'armée en tant que tel. Je ne vais pas vous dire Gaïd Salah, ou ça, si vous attendez à ce que je vous dise. Non, mais si tant est que, pardon de vous interrompre. Le sursaut doit venir effectivement, non pas simplement de l'armée, puisqu'on s'était arrêté à là, mais il doit venir également de la société, des forces politiques d'une manière générale, des personnalités, du mouvement associatif. C'est tout cet ensemble-là. Il faut qu'on change de cap. Il faut qu'on arrête avec cela. Si tant est que, pour aller dans votre raisonnement, si tant est que l'armée dispose, ou certains chefs de l'armée disposent de ce pouvoir, vous disiez en même temps qu'il doit y avoir des frictions, je présume à l'intérieur de ce même pouvoir, à l'intérieur de ce même groupe. Donc il faut parler avec qui si tant est qu'il y a des clans à l'intérieur de cette force dont on ne sait rien, qui est occulte. Aujourd'hui, on est dans une impasse. Eux-mêmes, le pouvoir lui-même, se trouve dans une impasse. Il s'agit d'en sortir par le haut. Aujourd'hui, moi je considère que les personnalités politiques, les représentants du mouvement associatif, les partis politiques également, parce que qui ont conscience de cette gravité, patriotes qui existent au sein du pouvoir, en sein de l'armée, etc. On va pas, il n'y a pas d'un côté le pouvoir et de l'autre côté la société. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a toujours des personnes. Quand vous discutez avec les gens dans le privé, y compris quand vous discutez avec des gens de pouvoir, ils se plaignent aussi de la situation, hein, de la corruption, etc. Ils ne savent pas comment sortir. Mais voilà, ils ne savent pas comment sortir. Donc il faut une espèce de déclic. Moi, je pense qu'il faut effectivement que ceux qui ont conscience de cette situation, de la gravité de la situation, puissent offrir une porte de sortie. Et nous allons passer, y compris à l'armée, en disant, mais attention, on continue comme ça, et bien ça sera l'effondrement à terme. Et nous allons passer au sujet moi, je suis favorable à ce que des personnalités se réunissent, fassent des appels ouvertement, assument leur position, sortent un petit peu de leur... On n'en est pas là, mais... Alors un mot Hassan Herchi, on passe au sujet suivant parce qu'il ne reste plus de temps. Je mettrai un petit bémol à ce que dit mon ami Samir, à savoir que l'armée seule ne peut pas vraiment... C'est vrai que c'est... une force dans le pouvoir actuel qui est incontestable, mais quand on écoute par exemple les déclarations du général Ben Hadid qui a été mis en prison et qui a dénoncé un certain nombre de richissimes algériens qui sont au pouvoir et qui décident aussi, et qu'il accuse lui-même, moi je n'en sais rien, il accuse Saïd Bouteflika d'avoir donné un coup de fil et de procéder à son arrestation. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de clans qui à la fois se servent de l'armée se servant elle-même de ces différents clans. Mais c'est vrai qu'on peut extraire quelques walis, quelques ministres, quelques procureurs, etc., qui sont propres. Mais la grande majorité, ils sont les billes d'un même roulement, de même système. De même engrenage. Absolument. Et nous allons passer au dernier sujet. Et Rachid Kaz aura la part du lion dans ce sujet, si je peux dire. Trop d'honneur. Puisque vous êtes arrivé en retard et que vous n'êtes pas suffisamment intervenu. Nous allons donc parler des élections. Nouvelle République, la HISE n'est pas seule responsable de la crédibilité des élections. Par Zahra Kefan. Rachid Kaz, tout à l'heure, Sami Bouakwir parlait des élections et il parlait de les annuler purement et simplement. De les suspendre momentanément, pardon. Alors, je vous rappellerai aussi qu'il y a tellement de scandales dans ces élections. Par exemple, la HISE, haute instance de surveillance des élections. C'est la pagaille. Son chef ne sait plus à quel sein se vouer. Et puis il découvre même qu'en son sein, des gens qui sont dans la HISE, qui sont censés surveiller les élections et qui sont candidats
dans des élections. C'est complètement hallucinant. C'est un Sinon, début. qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Samir Bouakwir de suspendre les élections? Moi, je pense que les élections, en théorie, doivent avoir lieu, se tenir le 4 mai. 4 mai, c'est dans pas longtemps, c'est à peine un mois et demi. Ouais. Ça fait 55 ans que les Algériens attendent. Je crois qu'on peut se payer le luxe. Attendre de quoi? Une vraie démocratie en Vous Algérie. pensez qu'on va avoir une vraie démocratie? C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que 45 jours, mais allez, il faut on laisse passer ces 45 jours. On sait qu'en même temps, la situation médicale du président de la République, elle est très alarmante. Je crois que pour la stabilité du pays, il serait bon de laisser passer ces élections, quelle que soit la façon dont elles vont se dérouler. Et en même temps, on posera les bonnes questions après ces élections-là. Mais attendez, Rachid, je me permets de vous interrompre. Je ne fais que répondre à la question que vous m'avez posée. Oui, mais là, je vais vous poser une question. Vous dites qu'il faut les laisser passer de quelque façon qu'elles se passent. Tout à fait. Ça veut dire nous allons avoir des députés, des élus qui vont être issus de la fraude, qui vont être issus du trafic, de trafic d'influence imposé par la force, la fille du général, le fils du ministre, le frère de Amara Ben Younes, mais ça ne fait rien. Pourvu qu'on les ait. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, alors? Si Djemal Eddil Ben Chenouf, je suis partisan de la stabilité du pays. Donc, que me demande, qu'exige de moi, en tout cas, je parle pour moi, la stabilité du pays. Elle exige qu'on laisse passer ces élections législatives, qu'on s'interroge ensuite sur la situation médicale du président de la République et qu'on envisage ensemble de prochaines élections présidentielles. Et vous savez aussi bien que moi que dans le cadre des prérogatives du prochain président de la République, il aura la faculté d'organiser de nouvelles élections législatives. Oui, mais pourquoi vous insistez tant pour avoir ces élections? Qu'est-ce qu'elles vont changer dans la donne? Je souhaite simplement que la question qu'on puisse se poser tous ensemble, ce n'est pas la question des législatives, c'est la question de qui gouverne l'Algérie, qui représente l'Algérie sur le plan national et international. Alors, Hassan, Samir. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'Assemblée nationale actuelle est une caisse de résonance. Celle qui va être élue, ce sera une caisse de résonance. Et donc, ça ne changera absolument rien que les élections se passent maintenant ou qu'elles soient décalées de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, etc. Il n'y aura aucun changement parce que le changement doit être celui du système en place, c'est-à-dire quand on travaille enfin à la transparence, qu'il y ait des élections propres, qu'on dise que l'armée ne désigne pas un président et qu'il faut appeler le peuple algérien pour l'élire ensuite, etc. Donc c'est tout ça. Moi, je ne jette pas la pierre sur l'ensemble des participants à ces élections, très honnêtement, parce que plus on tape sur le peu d'opposition qu'il y a, plus on dit que tout est pourri, et plus on encourage la spirale déceptive des Algériens, on les paralyse, ils risquent de baisser les bras. Il faut montrer que même dans un pays aussi pourri, il y a quand même une petite frange, je terminerai juste il y a une petite frange qu'il faut encourager, il y a quelques journalistes qu'il faut encourager, il y a des syndicats autonomes qu'il faut encourager, il y a des associations qui s'expriment qu'il faut encourager, des universitaires, il n'y en a pas beaucoup, mais aujourd'hui en Kabylie, on a interdit une dizaine de conférences avec Younous Adli et plein d'autres. Donc, il faut encourager. On ne peut pas dire que tout est pour. Puis j'ai un ami d'Alger qui m'a rappelé, qui m'a envoyé les chiffres des élections de 2012. Ça peut vous intéresser, monsieur Akaz. Voilà, il me dit il y a eu 7 millions de votants en Algérie, de suffrages exprimés en 2012. À peu près, oui. Alors, il y a sur 22 à peu près. Voilà, sur 22 millions, un corps électoral de 22 millions. Sur 7 millions, il y a 2 millions qui ont voté pour le FLN, le RND et le MPA, c'est-à-dire les partis qui sont au pouvoir aujourd'hui. Les 5 millions restants ont voté pour les indépendants, pour les partis d'opposition, etc. C'est la loi électorale qui est complètement tordue, qui fait que c'est la minorité qui est à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est proportionnel un peu particulier. Voilà. Je crois que ce n'est pas juste une histoire de loi électorale. Non, mais je ne dis pas que c'est juste ça. Je dis que c'est l'ensemble, et que de mon point de vue,
que ce soit... Mais il n'y a pas de doute que le système électoral en Algérie est complètement obsolète. À revoir, tout le monde en convient. Je suis d'accord qu'il faut... Mais sinon, votre avis. Mais le dernier mot, ce que je dis, c'est que décaler les élections législatives aujourd'hui n'apportera rien tant que le système en place est celui qui est en place. C'est le système qui faut décaper. Absolument, à savoir que l'Assemblée nationale, elle n'a aucun pouvoir. Nous ne sommes pas dans un système parlementaire, nous sommes dans un système présidentiel et militaire, et c'est pas ça qui changera la donne. Moi, quand je dis, il ne s'agit pas de, quand je dis qu'il faut suspendre momentanément les élections, c'est parce que ces élections ne vont faire qu'aggraver la situation et qu'il est temps qu'il y ait un sursaut national dans le pays. Il ne s'agit pas d'annuler des élections, hein, ce n'est pas cela, mais il s'agit d'aller vers un véritable dialogue, de trouver les formes qui puissent au moins dégager. On a besoin aujourd'hui dans le pays de vrais consensus pour faire des réformes politiques radicales, pour faire des réformes économiques, pas simplement des réformes économiques, pour définir un véritable plan stratégique de développement. Hein. Ça, c'est absolument nécessaire. Il faut mobiliser toutes les ressources, qu'elles soient en Algérie, qu'elles soient à l'étranger également. Donc nous avons besoin de cette espèce d'état d'urgence dans le pays. Maintenant, pour revenir aux élections d'une manière générale, dans l'absolu, une élection, ça ne se limite pas à une loi électorale, ça ne se limite pas... l'élection suppose qu'il y ait des conditions soient réunies pour que le libre choix soit garanti. On ne peut pas imaginer des élections démocratiques sans liberté politique, sans liberté démocratique, sans la possibilité pour les partis ou les personnalités de se réunir, de manifester, d'organiser des manifestations publiques, des meetings, etc. C'est un débat libre et démocratique. Donc c'est cet ensemble, c'est tout un processus aussi, une élection. Ce n'est pas simplement d'aller, ce n'est pas une technique. Hein. Là, aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles on vit, il n'y a rien qui garantisse la liberté. De plus. Et c'est là, au-delà de la fraude elle-même, du bourrage des urnes, parce que l'élection est déjà faussée en amont, avant d'arriver à la fraude. Nous allons vous montrer en fenêtre sur l'écran les images de la propagande, de la pré-campagne électorale menée par le ministère de l'Intérieur qui dit « Faites entendre votre voix ». Donc, vous les voyez là. Vous voyez, ce n'est pas une Algérienne. Hein. Voilà la photo originale, elle est à gauche. C'est une jeune fille palestinienne à l'université de Tel Aviv. Ah oui. Et donc, qu'on a maquillée, on lui a changé de foulard, on l'a habillée, on lui a donné une carte de vote algérienne. Et tous les personnages que vous voyez dans la campagne électorale, la plupart ne sont pas algériens. Ce sont des photos qu'ils ont prises dans des banques de données de Google. Et donc, ils n'ont pas le droit de les transformer comme ça, ils ne se sont pas gênés. Rachid Nekez, alors, parlez-nous un peu de ces élections dans lesquelles vous êtes candidat, et je crois pas avec encore. Une liste... Pas encore officielle. Et elle a été rejetée, ma candidature. Ah bon? Vous devrez être content, là. Moi, je pensais le contraire, je pensais qu'elle a été validée. Non, non. Pour quelle raison? Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, la raison avancée par il y en a plusieurs, j'ai 3 pages. Hein. Ah oui. Allons-y. La première, ils ont dit que dans mon casier judiciaire français, il y avait la mention 2 mois de prison suite aux manifestations que j'avais organisées devant l'appartement de la fille de M. Sellal sur les Champs-Élysées. La décision date du 20 janvier, mais elle ne figure pas dans mon casier judiciaire. La deuxième, ils n'ont pas apprécié mon programme parce que je parle de la lutte contre la corruption. La troisième, ils disent que je porte atteinte au symbole de l'État. La quatrième, c'est de dire que j'oublie pas, que finalement, je suis candidat simplement pour pouvoir organiser des manifestations en France. Voilà. En tout cas, c'est un recours. J'ai l'impression que c'est Ould Abbas, je crois que c'est le complot vient de lui là. Je crois qu'il a oublié une raison. Oui. C'est parce qu'il passe à El Marabia. Entre autres. Mais Rachid Nekez, vous savez que c'est un scoop, hein, la candidature de Rachid Nekez rejetée. Donc, pour nous, attendez, j'attends demain le recours à Alger. Donc, je vais à Alger demain. Vous allez faire un recours? Ah, le recours a été fait par notre avocat. Vous devez comparaître demain? Non, pas du tout. Non, je serai présent. Écoutez, non, Maître Yetou a formulé un recours auprès du tribunal administratif de Bilmourad Reis à Alger. D'accord. Donc, la séance devait avoir lieu ce matin à 10h. Elle a été reportée à 14h parce qu'il n'y a pas de huissier aujourd'hui, parce qu'il faut informer le consulat d'Algérie à Paris par le biais du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est à nouveau reporté demain aux 11h30. Je prends le vol demain à 7h du matin pour Alger et j'espère participer, j'aimerais dire, au volet
judiciaire de cette candidature rejetée par le consulat d'Algérie à Paris. Dites-nous d'abord, comment on vous a fait savoir que votre candidature a été rejetée? On vous a écrit Alors j'étais à Copenhague, donc devant l'ambassade d'Algérie, donc à Copenhague au Danemark, afin de parler de l'image internationale de l'Algérie, notamment le fait que M. Ouattara n'a pas jugé utile d'écrire 2000 mots pour présenter une candidature de l'Algérie au poste de directeur général des Nations Unies. Vous savez qu'il y a 9 pays qui ont candidaté, comme le Liban, guerre civile pendant 20 ans, l'Irak, guerre civile pendant 20 ans, mais l'Algérie, guerre civile pendant 10 ans, n'a pas jugé bon d'améliorer son image au niveau international. Donc j'étais à Copenhague et on m'a dit, Monsieur Nekaz, il faut que vous veniez donc récupérer votre notification de rejet parce que le calendrier tourne, il faut absolument que vous contactiez donc au consulat d'Algérie à Paris, au demeurant très sympathique, hein, je tiens à le dire. Et donc j'ai immédiatement envoyé la notification de rejet à notre avocat, M. Yetou, qui a très rapidement formulé un recours et je serai donc demain à Alger attendre gentiment la décision du tribunal administratif. Très concrètement, est-ce que vous avez, parce que vous n'êtes pas naïf, vous savez qu'il y a quelqu'un derrière? Je ne sais pas. Ah bon? Je ne sais Très pas. bien. Alors, non, mais il y a 3 pages. Quel angélisme. Mais vous savez, je vais vous dire. Jamal, moi, je trouve qu'il y a une leçon intéressante à tirer là-dessus, parce que c'est même un espoir, ça. Parce que d'habitude, il y a des quotas donc préalables, c'est-à-dire qu'on se présente ou qu'on ne se présente pas, on sait qui va être finalement élu, entre guillemets. Et là, on supprime quelqu'un en amont. Ce qui veut dire que les élections auront une chance d'être de vraies élections. C'est pas très sûr. Sinon, pourquoi on là, c'est un quota à rebours. Là, c'est un quota à rebours. On retranche pour mettre quelqu'un d'autre. Vous savez, moi je considère que l'Algérie est une démocratie. Voilà, c'est un principe de base, un postulat. Moi, j'aurais aimé que vous disiez, moi, je sais qui derrière, c'est tel clan, c'est tel monsieur, parce que ça se passe comme ça, vous le savez très bien. Je vais vous donner le côté positif de la chose. Oui, allez. C'est la première fois. Vous êtes le roi des objectifs, vous êtes le roi des positivistes, vous êtes vraiment génial. À votre manière. Il y a positivisme et positivisme BA. BA. Même naïf, si vous voulez. Alors, dites-moi. Je vais vous donner le côté positif de la chose. C'est pas pareil. Parce que vous trouvez un côté positif dans ça. Oui, bien sûr, j'ai eu le droit à 3 pages quand même. C'est la première fois où j'ai le droit à 3 pages tamponnées par l'État algérien. Quelle considération! Oui, c'est quand même la première fois qu'on me parle dans ce pays. Hein. Depuis mon intégration, j'aimerais dire, intempestive dans le paysage politique algérien. Et ces 3 pages de doléances sur ma manière de faire de la politique en Algérie. Et j'ai bien compris que je ne supporte pas beaucoup le fait que j'organise des manifestations, mais je tiens simplement à leur répondre là publiquement que s'ils n'avaient pas changé la Constitution en essayant de couper le peuple algérien en 2, je crois qu'on aurait été dans des relations un peu plus cordiales. Mais, et ça il faut leur dire, le Ta'dil Doustour, la modification de la Constitution algérienne, est vraiment un crime de lèse-majesté par rapport Nous avons malheureusement fini, nous sommes arrivés. Mais vraiment bravo à Rachid Nekaz pour votre entêtement. Non, je garde le sourire. Ténacité, opiniâtreté. Je suis là pour 20 ans, mais très bien, j'ai tout mon temps. Moi, si j'étais à la place de ce régime, moi dont vous avez dit que nous sommes un état de droit à 85%. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je vous aurais donné un quota de 10 sièges. Une médaille même. La démocratie est indissociable de l'état de droit. Non, l'état de droit, il y a du boulot. Oui. Mais vous savez, demain je serai à Alger. Vous avez vu comment je parle? Oui. Non, moi je vous admire, hein, franchement. Jamais les forces de sécurité algériennes n'ont utilisé la violence à mon égard. C'est Jamal, mais après, bon, moi je peux comprendre qu'il ne s'agit pas de jeter la pierre sur ceux qui ont décidé de participer à ces élections. Évidemment, à la seule condition, évidemment, qu'ils ne laissent pas penser, croire qu'effectivement, ces élections vont en quelque sorte constituer un tournant stratégique et que ça va faire émerger un vrai Parlement. Alors, il y a des petits partis qui participent, des listes, etc. Moi, j'en connais qui sont de bonne foi et qui ont envie de saisir la tribune qu'offre l'Assemblée pour effectivement poser des grands problèmes, les problèmes du pays. Donc ça, c'est tout à fait défendable. Hein. Moi, je pense que la crise permanente au sommet de l'État algérien ne peut être résorbée que si on dégrossit l'État, que si précisément
le pouvoir est octroyé au niveau local et régional pour que toutes les tensions qui se passent là au sommet puissent être un petit peu diluées. Merci Hassan Une Hirsch, petite merci dédicace, si Rachid vous Nikel. permettez. Oui, Une petite très vite. dédicace donc, au député M. Tahar Bissoum, spécifique en Algérie, qui a Donc été, la candidature a été déboutée, voilà, et qui a rejetée. mis un président d'une association qui de personnes donc à mobilité réduite, donc je tiens à le féliciter. Et une petite dédicace bien sûr à M. Nasser Boudiaf, qui n'a pas pu être candidat, et je le salue ici à partir du plateau d'Al-Maghrébien. Merci. Donc Nasser Boudiaf aussi est débouté. Et- Pour d'autres raisons. Très bien. Merci, merci à vous trois. Merci à à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, b'salama. Merci à Jamal.